Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. De qui parle-t-on? Qui est cet homme? Eh bien cet homme, le voici. Il s'appelle Igor Altouchkine, il a 52 ans et c'est un oligarque russe qui s'est enrichi grâce à l'exploitation de cuivre. Presque toutes les installations électriques ou ferroviaires en Russie utilisent son métal de sa compagnie, la Russian Copper Company, fortune estimée selon Forbes 3,4 milliards de dollars. Comme tous les oligarques, c'est un proche de Vladimir Poutine qui lui a décerné par exemple la médaille d'ordre et du mérite de la patrie. Et cet homme est donc en train de recruter des mercenaires pour créer une milice Wagner ou une mini-milice Wagner pour l'instant. Oui, c'est le Moscow Times qui le révèle il y a quelques jours. Le nom de cette unité d'assaut, le bataillon de l'Oural. Sa création est toute récente. En septembre dernier, Altouchkine rencontre Vladimir Poutine et le chef du Kremlin lui demande personnellement de constituer avec sa fortune une armée privée. Altouchkine accepte. Avait-il seulement le choix? Et voilà que quelques mois plus tard, les premières unités combattent sur le front, en première ligne, plus précisément près de Severodonetsk. Il y a quelques jours, regardez, les journalistes de la chaîne de télévision pro-russe RT ont suivi une unité du bataillon. Et ce qui saute aux yeux, c'est leur équipement. Chars T-72, drones de combat, drones de reconnaissance. Altouchkine puise quasi quotidiennement dans sa fortune pour équiper ses hommes. Altouchkine fournit le matériel militaire. C'est son bataillon, résume une source au ministère de la Défense russe, au Moscow Times. Et avec notamment des résultats probants selon le Kremlin. Dans cette vidéo publiée hier par le ministère de la Défense russe, on y voit des soldats justement du bataillon de l'Oural récompensés pour, je cite, leur bravoure au combat. Donc Altouchkine est-il en train de devenir, posons la question clairement, un concurrent de Wagner et de Prigojine? C'est peut-être son intention, en tout cas celle de Vladimir Poutine. D'ailleurs, au départ, Igor Altouchkine avait un plan de recrutement. Comme son modèle Evgeny Prigojine, il aurait tenté de recruter ses hommes dans les prisons russes en leur proposant un salaire et bien évidemment la liberté à la fin de leur contrat, exactement comme le fait le groupe Wagner. Mais justement, Prigojine aurait réussi à interdire la manœuvre, comme ça lui est interdit d'ailleurs aujourd'hui. Le bataillon de l'Oural est donc composé aujourd'hui majoritairement de vétérans de l'armée russe. Et ce n'est pas la première fois qu'on apprend que la Russie tente par tous les moyens de diversifier leur recrutement. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on apprenait l'existence de la milice patriote, dirigée par le ministre de la Défense russe lui-même, Sergueï Shoïgu, et qui elle aussi est à pied d'œuvre en Ukraine. Quelles sont les ambitions affichées d'Altouchkine? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il suit, là encore, les traces d'Evgeny Prigojine. Il nie en bloc être l'homme à l'origine de la création du bataillon. La RCC, la Russian Copper Company, n'ont jamais été impliqués dans la création et le financement d'unités participant à l'opération militaire spéciale, a réagi le groupe de l'oligarque il y a quelques jours. Souvenez-vous qu'Evgeny Prigojine avait lui aussi nié pendant des années être à l'origine du groupe Wagner, avant de finalement le reconnaître en septembre dernier. Oui, on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être que c'est mauvais pour les affaires, mais ça, on en dira un mot. Merci Quentin. Anne, vous aviez entendu parler de cet homme et de cette milice? Non, pas particulièrement, mais l'affaire est tout à fait intéressante et le reportage de Quentin très bien fait, parce qu'en fait, ça montre à la fois, ça confirme en réalité les difficultés de recrutement des autorités russes, et puis d'autre part, ça montre très bien les réseaux de pouvoir en Russie. Alors, les difficultés, les problèmes d'effectifs, on en parle depuis le début, parce qu'en fait, le début de l'offensive, c'est-à-dire il y a maintenant 14 mois, mais ce qu'on voit, c'est que les autorités russes sont obligées de faire appel à tous ceux qu'ils peuvent recruter, y compris dans les prisons, et y compris par le biais d'oligarques en leur demandant de former des milices. Alors justement, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit bien les réseaux de pouvoir. On sait depuis très longtemps que, à maintes reprises, Vladimir Poutine a demandé aux oligarques de l'aider quand il avait besoin d'une aide financière, matérielle ou autre. Ces hommes lui doivent leur fortune. Ah, ces hommes lui doivent tout.
et ne peuvent pas vivre sans lui, parce qu'on a des cas où ça s'est très mal passé s'ils ont voulu prendre leur indépendance par rapport à Poutine. Et puisque la question que Quentin a posée, avait-il le choix ? Ça, c'est une question vraiment intéressante, parce que finalement, qui décide ? Est-ce que c'est Poutine, son ministre de la Défense, ou est-ce que ce sont vraiment les oligarques ? On peut penser que Poutine est au cœur de toute l'affaire. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans l'article du Moscow Times, que Quentin n'a pas eu le temps de reprendre, c'est qu'on voit que ces hommes, on l'a déjà dit, sont en fait très attirés par l'Europe. Ce monsieur Altouchkine a une femme et un fils qui ont la nationalité britannique. Il a des superbes propriétés en Grande-Bretagne, une maison à Londres. Enfin, C'est peut-être pour ça qu'il ne souhaite pas reconnaître publiquement qu'il est bien le patron de cette milice, d'ailleurs. Bon. Oui, peut-être. Parce que s'il a des intérêts en Europe, s'il n'est pas visé par les sanctions européennes, ce qui est d'ailleurs quand même assez étrange pour un groupe qui est le 3e groupe, si j'ai bien compris, d'exploitation de cuivre en Russie. La Russie, c'est des grands gisements de cuivre également. C'est peut-être aussi pour ça. Je vous voyais réagir, Général Trinquant, pendant qu'on regardait ces images. 2 remarques. Il y a 250 ans, en France, nous avions un système dans lequel les régiments étaient propriété de leur colonel et qui les mettaient au service. Propriété de leur colonel. Bien sûr. Propriété privée de leur colonel. Oui, si vous voulez, le système à l'époque, c'est que le colonel qui était alors soit des membres de la famille royale, soit etc., payait complètement le régiment. Et ensuite, il y avait des inspections dans lesquelles on inspectait le régiment et en fonction des effectifs, le roi remboursait une partie des sommes qui étaient données. Donc c'est un peu le même système, d'une certaine façon. Donc on est revenu à un système qui a disparu chez nous il y a 250 ans. Par nécessité. Oui, alors... Non, parce que c'est aussi mais à l'époque, rappelons-le, le roi souhaitait que ce soit des citoyens étrangers qui meurent pour la France et non pas des citoyens français. Donc il louait des régiments suisses, allemands, piémontais, irlandais, les fameux gardes etc. suisses. Et comme ça, les citoyens français n'étaient pas tenus de faire un service. Bon, donc, mais je ferme la parenthèse. C'est un système qui a disparu depuis longtemps chez nous parce que c'est la nation en armes. Or là, ça devrait être la Russie en armes. Et on voit que la Russie en armes n'y arrive pas. Deuxième remarque, c'est que le mercenariat est interdit en Russie. Je rappelle qu'il y a une loi qui l'interdit. Il est interdit. Il est interdit, totalement. Et donc, c'est pour ça que la négation absolue. Attendez, C'est pas moi. expliquez-moi. Vladimir Poutine demande à un oligarque qui est son protégé, qui est son obligé de créer une milice privée avec des mercenaires pour aller faire la guerre en Ukraine, alors même que le mercenariat est interdit en Russie. Souvenez-vous, je parle sous le contrôle, mais quand je me souviens très bien de l'image dans laquelle le président Macron dit au président Poutine, mais Wagner, etc., moi, je ne connais pas. Jamais vu. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, si vous voulez, le mensonge, on en a souvent parlé sur le plateau, ça fait partie du système. C'est le double langage. Donc voilà. Donc, ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, c'est qu'on demande aux oligarques, qui sont des grosses fortunes, de payer en nature, en offrant un bataillon pour la défense de la patrie, parce que l'armée russe a beaucoup de mal à remplir son rôle. Oui. C'est ça ce qu'il faut voir. Donc c'est une preuve de faiblesse de l'organisation militaire russe que de faire appel à ces mercenaires en faisant payer directement les oligarques. Pierre Sautreuil, donc vous avez travaillé directement sur le sujet. Vous reconnaissez là une pratique finalement relativement courante. Pour moi, c'est absolument dans la logique du fonctionnement des relations entre le pouvoir et l'économie en Russie. C'est-à-dire ça, ce qu'on voit, c'est la version russe de l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire que de la même manière que pour les JO de Sochi... Jolie formule. De la même manière que pour les JO de Sochi, plusieurs oligarques, Vladimir Potanin par exemple, avaient versé au pot des centaines de millions d'euros pour construire des routes, des pistes de ski. Quand il y a un grand projet national à porter, il est normal que l'État sollicite les hommes d'affaires.
difficile de parler d'oligarques dans la mesure où les oligarques, ça réfère à cette période des années 90 où effectivement le fait de posséder une immense fortune permettait d'avoir une influence écrasante dans la politique. C'est pas le cas de ces personnes. Ces personnes-là, en fait, sont des hommes d'affaires qui doivent payer leurs cotisations au système et selon les priorités du système dans l'immédiat. Presque des hommes de paille. Presque des hommes de paille. Non, c'est pas des hommes de paille, mais c'est des hommes d'affaires qui opèrent dans un système où à un moment, la règle du jeu, c'est un jour, je te demanderai un service. C'est ça. Voilà. Et combien est-ce qu'un mercenaire comme cela est payé par rapport à un soldat de l'armée russe? C'est variable. Ça peut être plusieurs milliers d'euros de ce que j'ai lu. Plusieurs milliers d'euros, y a alors que la solde d'un militaire, ça peut être 10 fois moins, ça peut être 10 fois plus pour un mercenaire. C'est inférieur à ça. En tout cas, c'est nettement supérieur à ce que touche un soldat de l'actif. Néanmoins, il y a quelque chose que je veux souligner. Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas vraiment d'une société militaire privée qui, on le rappelle, sont illégales en Russie, mais c'est toujours intéressant de voir que le groupe Wagner revendique l'appellation Tcheveka, qui en russe veut dire société militaire privée. Là, dans le cas présent, il me semble plutôt que c'est un groupe de volontaires. Or, la priorité de la Russie actuellement, c'est de ne pas recourir à une mobilisation. On a beaucoup parlé du fait qu'actuellement, il y a tout un durcissement de législation pour rendre plus difficilement évitable la mobilisation. Néanmoins, c'est quand même... la Russie a compris que ça avait un gros coût politique de recourir à la mobilisation. Ça risque de provoquer la contestation. Exactement. Donc, il y a eu un effort pour créer des bataillons de volontaires, ce qui existe depuis l'été 2022. Et là, on est en plein dans le sujet. Là, on est en plein dans le sujet. En fait, ces derniers mois, il y a une volonté de revigorer ce dispositif qui s'était un peu essoufflé vers la fin de l'automne pour un peu remettre une pièce dans la machine. Et ce que vous avez dit est parfaitement vrai, c'est-à-dire que il est de plus en plus difficile de recruter du personnel. Donc, on va solliciter les moyens des oligarques pour payer peut-être des salaires plus élevés pour attirer du personnel qui, jusqu'à maintenant, s'était tenu à l'écart de la guerre. Oui, Jean. Oui, ce n'est pas très cohérent comme système parce que si on veut mettre à contribution ces grandes fortunes, il suffit de leur prendre l'argent et puis ensuite on le met dans la machine. D'ailleurs, on voit bien, ils utilisent des T-72. Les T-72, c'est pas l'oligarque qui a été l'acheter, je sais pas, au Sud-Soudan, etc. C'est fourni par l'armée russe. Donc dans un point de vue simplement de planification militaire, ça n'a aucun sens. En plus, prendre un bataillon comme ça qui ne va pas être intégré à une division, c'est quand même extrêmement étrange. C'est pas efficace. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe avec la milice Wagner dans la région de Bakhmout. Ils n'y arrivent pas et parce qu'ils ne sont pas intégrés à un dispositif plus général. Le but de toute armée, justement, et la grande invention de Bonaparte, ça a été l'état-major qui centralisait l'ensemble des forces. On essaie à ce moment-là, effectivement, avec l'armée révolutionnaire, d'abord, la nation en armes, puis avec Napoléon, que l'on est sorti de cette vision très, je dirais, moyenâgeuse de l'organisation de l'armée, où c'était finalement les seigneurs qui rendaient hommage au roi et fournissaient des armes et des militaires au roi. Là, je trouve ça pas efficace. Le symbole est pas très fort, alors, sauf en dehors effectivement du recrutement de spécialistes qui ne seraient peut-être pas venus. Mais l'armée pourrait très bien décider qu'on paye davantage les officiers, qu'on paye davantage notamment les échelons intermédiaires qui manquent toujours dramatiquement à l'armée russe. Il n'y a pas d'adjudant, il n'y a pas de sergent, de sous-lieutenant. Ça manque dramatiquement et cela, on pourrait les payer davantage. Jean est en train de monter une société de conseil à Vladimir Poutine sur l'armée russe. Vous y prenez mal. Écoutez-moi et ce sera plus efficace. Oui, Jean, je voulais vous montrer ce petit... Puisqu'on parle de difficultés de recrutement de l'armée russe, le dernier clip d'incitation à l'engagement. Tu es un homme, alors deviens-le. C'est ça le slogan. Pourquoi vous me regardez ? Campagne viriliste, les gros biscottos, les mâchoires serrées. Vous êtes chauffeur de taxi, vous surveillez la sécurité d'un magasin. Non, engagez-vous dans l'armée. Regardez quelques extraits.
blague. Tu es un homme, alors deviens-le. C'est pas une blague. C'est incroyable. Voilà, ça appelle pas de commentaires particuliers, mais l'état Pas une d'esprit femme. russe, l'état Non, mais- d'esprit russe. Pas une femme, alors que les armées, justement, se féminisent davantage, qu'on voit maintenant des femmes au combat. Là, c'est vraiment, on se rend compte, enfin, là pour le coup, je connais pas bien la Russie, mais d'où vient cette société russe? Ouais. Non, là, on est clairement sur un. Enfin, c'est hyper méprisant en plus. C'est toi, t'es taxi, vraiment, t'as choisi d'être taxi, et toi, t'es un blaireau parce que tu fais la sécurité d'un supermarché. Voilà, deviens un homme. Deviens donc un homme. Hallucinant. C'est hallucinant. Mais enfin, ils connaissent leur cible aussi. C'est-à-dire que, oui, certes, on trouve des femmes dans l'armée ukrainienne. En Russie, on a un pouvoir qui tient un discours de société traditionnelle, valeurs traditionnelles, orthodoxie, etc. Alors que, bon, on est quand même sur un pays avec un taux de divorce considérable, un nombre d'avortements plus élevé que sous nos latitudes. Enfin, je veux dire, ce discours-là, Une natalité qui s'effondre. ce discours civilisationnel est fallacieux, en fait. Ouais. Alors pas que, la réalité. rappelons-le, on Dominique. rappelle tout le temps la Grande Guerre patriotique, il y avait énormément de femmes dans l'armée soviétique. Hein. Exact. À cette époque-là, il y avait beaucoup de femmes. Donc, Ouais, c'est vrai. il y a une espèce Une régression. Oui, une régression. Ouais. Bon, c'est le bon ton, Anne, vous qui connaissez bien la Russie. Oui, tout C'est à la bonne fait. stratégie pour recruter en Russie? Oh, bah, ça ne marche pas. Clairement, Oui. ça ne marche pas, puisque justement, s'il y a ce genre de publicité, s'il y a ce genre d'affaires comme celle de la création de cette milice, c'est justement parce qu'il y a des problèmes d'effectifs qui continuent à être extrêmement sérieux. Et c'est un problème majeur. Le problème, c'est comment attirer les hommes et les femmes russes dans une guerre qui, clairement, n'est pas une guerre qui est jugée très positivement.